Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 11h15, très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous Destination Coupe du Monde et l'épisode 8 consacré au groupe E du Mondial 2022, le groupe de l'Allemagne, de l'Espagne, du Costa Rica et du Japon. Installez-vous confortablement, bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne en ce moment, ça fait super plaisir, vous êtes presque 70% à regarder les vidéos sans être abonné en ce moment, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche si ça vous plaît, si vous souhaitez me suivre dans cette aventure YouTube. Voilà, c'est un soutien gratuit et ça permet de booster le référencement. Donc merci à toutes les personnes qui le feront et puis si vous êtes prêts, alors on est parti. On commence cette vidéo par l'Allemagne, les quadruples champions du monde qui ont une histoire absolument folle en Coupe du Monde. C'est l'une des 3 plus grandes nations de la compétition avec cette régularité sensationnelle. Champion du monde en 90 ou en 2014, finaliste en 82, 86, 2002, demi-finaliste en 2006 ou en 2010. Voilà ce qu'est l'Allemagne en Coupe du Monde, ce qui montre vraiment l'écho retentissant du naufrage de 2018 avec une élimination en poule qui est vraiment une anomalie dans l'histoire footballistique allemande puisque l'Allemagne n'avait jamais été éliminée dès le premier tour d'une Coupe du Monde. Pour aller au Qatar, les Allemands ont terminé premier du groupe J assez sereinement avec 9 succès en 10 matchs. Quel va être l'objectif de la sélection allemande? Clairement, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est de gagner la Coupe du Monde une 5e fois. Même si l'Allemagne est sans doute moins fringante qu'il y a quelques années, la Mannschaft reste la Mannschaft et les objectifs sont inchangés. Flick, qui a pris en main cette équipe après la fin de cycle difficile de Joachim Löw en 2018 et 2021, veut redorer l'image de la sélection allemande, redonner de l'espoir, un élan et un nouveau cycle de succès et de trophées. Les attentes dans le pays restent élevées, faire bonne figure est essentiel. On est aussi dans une logique de préparation à l'Euro 2024 qui arrive très vite chez eux avec l'objectif de le remporter à la maison. Avec Flick en tout cas, il y a déjà une ossature qui a été créée, quelque chose qui fonctionne bien, un bilan correct depuis sa prise de fonction, une structure qui ne lui est pas inconnue, lui l'ex du Bayern avec la colonne vertébrale de Munich toujours là, Müller, Neuer, Gnabry, Sané actuellement blessé qui sera tout juste de retour normalement, Kimmich, Goretzka, ce sont les gros cadres que Flick côtoie depuis plusieurs années maintenant. Rajoutez aussi pas mal d'expérience avec Ter Stegen, Gundogan ou Marco Reus s'il est dans le groupe. La charnière centrale est vraiment pas mal aussi. Rudiger, le guerrier de Madrid, Süle et Schlotterberg de Dortmund, dont on a parlé sur la chaîne cet été. Il y a aussi une profondeur de banc, également avec Ginter, mais aussi Bella Kotchap, 20 ans seulement, très performant avec Southampton cette saison. Des latéraux à gauche, assez bons, avec Raum de Leipzig, Gosens de l'Inter, peut-être un peu plus d'interrogations en revanche sur le côté droit. Et puis on a des attentes fortes sur beaucoup de joueurs. Sané, Gnabry, Musiala, absolument fantastique avec le Bayern cette saison. Peut-être aussi Adeyemi, dont la percussion peut être tellement décisive pour la sélection. Et bien sûr Werner, lui il est attendu parce qu'il doit répondre à un besoin, à un poste, celui de numéro 9, qui est très clairement une des grosses faiblesses de l'équipe allemande. Alors on a peut-être Lukas Nmecha et Nicolas Füllkrug du Werder Bremen en alternative, mais clairement c'est le poste avec le plus d'incertitude. L'héritage de Miroslav Klose, lui vrai numéro 9 dans l'âme, si décisif sur les dernières Coupes du Monde, n'est pas résolu. Et c'est pas un hasard si l'Allemagne en 2018 n'a marqué que 2 buts en phase de groupe. Le climat est redevenu plus positif autour de la sélection, on sent qu'un nouvel élan arrive, notamment avec des jeunes pousses. Même si la population allemande n'est pas forcément enjouée à l'idée de jouer cette Coupe du Monde, c'est un des pays occidentaux les plus réceptifs à cette idée de boycott et de dénonciation. On l'a vu dans plusieurs stades de Bundesliga cette saison. Moi, je vois quand même des joueurs motivés. J'ai eu la chance de voir l'Allemagne jouer en Ligue des Nations à Bologne en juin dernier. J'ai vu de belles choses. Et comme toujours, ne sous-estimons jamais les Allemands parce que la Coupe du Monde, c'est leur rendez-vous, c'est leur ADN et ça reste bien sûr un camp favori à la victoire finale. On passe au Costa Rica qui est le petit poussé de ce groupe. Alors moi quand je pense au Costa Rica, je pense à ce but de Brian Ruiz en 2014 contre l'Italie. Encore un douloureux souvenir, cette épopée folle où ils finissent premier du groupe de la mort, battent la Grèce au tir au but avant de chuter contre les Pays-Bas et croulent en quart de finale. Voilà, c'est une équipe qui a marqué l'édition 2014 et qui enchaîne un 3e mondial de suite, un 5e sur les 6 dernières Coupes du Monde, compétition qu'ils avaient découvert en 90 avec un fameux 8e de finale en Italie pour leur première participation. Ça montre quand même la régularité de ce petit pays d'Amérique centrale. C'est vraiment très petit le Costa Rica, c'est plus petit que la région Grand Est en France, juste pour vous faire une idée. Les Costariciens ont été les derniers à aller au Qatar en terminant à la place de barragiste du dernier tour de CONCACAF et ils ont réussi à se qualifier ensuite en battant la Nouvelle-Zélande en barrage intercontinental grâce à ce but très rapide signé Campbell, toujours là l'ex-joueur d'Arsenal. Depuis 2014, il n'y a plus vraiment de grosses épopées, que ce soit en Gold Cup où ils ont surtout enchaîné des quarts de finale, ou en 2018 où ils terminent 4e de leur groupe composé de la Serbie, de la Suisse ou du Brésil.
2022 offre pas plus de perspectives, d'abord parce que le groupe est assez difficile, Allemagne, Espagne, Japon, et ensuite parce que l'effectif donne moins de satisfaction qu'en 2014, ce qui semblait être vraiment une sorte de bulle, on va dire, avec des joueurs dans une forme un peu exceptionnelle, au bon moment, je pense par exemple à Campbell. Là, on est sur un des effectifs les moins bien valorisés, entre 11 et 15 millions d'euros en total. Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'équipe la plus mauvaise, bien sûr, mais c'est une indication quand même, parce qu'en 2014, on a avoisiné les 50-55 millions d'euros de valeur. Parce que beaucoup de joueurs ont pris leur retraite, certains jouent moins bien, certains sont sur une fin de carrière internationale, voire carrière tout court. On peut penser à Navas, Campbell, Brian Ruiz, mais qui sont toujours là, comme Duarte ou Teresa, qui étaient aussi là au Brésil en 2014, et qui sont vraiment des joueurs combatifs et déterminés. Il y a quelques jeunes petit à petit qui arrivent, je pense à Bennett, Elie de Sunderland, seulement 18 ans, Eguilera, 19 ans, milieu offensif, donc eux peuvent incarner le futur, mais c'est encore très jeune. En revanche, il y a une défense qui est performante. Historiquement, cette solidité, c'est toujours la grande marque du Costa Rica. En 2018, contre le Brésil, ils perdent 2-0 que dans le temps additionnel. En 2014, ils ne prennent que un but en poule dans le groupe de l'Italie, de l'Uruguay et de l'Angleterre. C'est quand même pas mal. Ils ne prennent pas de but contre les Pays-Bas aussi. Donc clairement, il y a une forme de solidarité, de détermination, et surtout quand tu as Navas, un des meilleurs gardiens du monde sur les 7 dernières années, exceptionnel en 2014, ça t'offre beaucoup. Maintenant, offensivement, ça manque de joueurs établis. Peu de joueurs évoluent à l'étranger, rien qu'en Amérique du Sud par exemple, et par conséquent, peu de joueurs qui évoluent en Europe. Donc ça manque d'armes pour inquiéter. En revanche, ça peut être une équipe difficile à jouer, encore plus dans des conditions qu'on connaît un petit peu particulières avec cette Coupe du Monde. C'est une équipe disciplinée et engagée. Je pense que ne pas finir dernier serait déjà une Coupe du Monde réussie, mais chercher plus haut, là, ça relèverait quand même d'un exploit vraiment sensationnel. En tout cas, c'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. Troisième nation de ce groupe, c'est le Japon, l'une des équipes les plus régulières en Coupe du Monde ces dernières éditions. Ça va être la 7e Coupe du Monde d'affilée pour les Nippons, la 7e de leur histoire. Donc depuis les années 90, le Japon est vraiment devenu une équipe établie dans la plus grande des compétitions de football. Compétition qu'ils ont quitté 3 fois sur 6 en 8e de finale. Meilleur résultat du pays. Le dernier en date, bien sûr, c'est ce fameux Belgique-Japon du 2 juillet 2018 avec les Nippons qui menaient 2-0 avant de se faire remonter et de perdre 3-2 avec cette contre-attaque belge fulgurante dans les ultimes minutes de la partie. Les Japonais ont décroché leur ticket pour le Qatar en terminant 2e du dernier tour de qualification derrière l'Arabie Saoudite dans leur groupe, et ils s'avancent avec un objectif pour le mondial, c'est essayer de passer les poules. Ils arrivent bien à le faire en général, mais ça s'annonce quand même difficile. Je pense que faire de bons matchs, ne pas être ridicule et embêter les deux mastodontes du groupe serait déjà une réussite, surtout qu'il y a des liens entre les pays, puisque le foot japonais est assez influencé par l'ADN du foot espagnol, notamment via la formation, via les académies, et il y a beaucoup de joueurs de la sélection qui évoluent en Allemagne. On va le voir tout de suite en détaillant les forces et l'effectif du Japon. Les bons éléments de la sélection, c'est surtout son milieu de terrain, technique et garni, avec Wataru Endo de Stuttgart, Ao Tanaka de Düsseldorf, Hatat du Celtic, Morita du Sporting Lisbonne et surtout Kamada de Francfort qui réalise un très bon début de saison. Vous avez aussi de bons ailiers au milieu offensif. Le plus talentueux, c'est peut-être Takekubo, 21 ans de la Real Sociedad, on le connaît bien, lui, l'ex du Real Madrid, accompagné de Mitoma de Brighton, Junya Ito qui joue à Reims et qui est plutôt décisif en ce début de saison, Haraguchi de l'Union Berlin ou Minamino, l'ex de Liverpool. Donc vous voyez, il y a quand même de la qualité intrinsèque avec certains bons joueurs. La défense centrale, voilà, c'est pas mal aussi avec Yoshida, Tomiyasu d'Arsenal. On a aussi des bons défenseurs centraux, mais incertains. C'est le cas de Ko Itakura de Mönchengladbach et Hiroki Ito de Stuttgart, 24 ans en moyenne d'âge tous les deux. Ça laisse présager une plutôt bonne évolution s'ils continuent à bien progresser et s'ils parviennent à être en forme et sélectionnables pour le Qatar. Les faiblesses de la sélection, en revanche, là on le voit clairement sur le poste de gardien. Gonda, incertain pour le Qatar d'après Kylian, mon expert japonais de la vidéo que je salue. Voilà, c'est vraiment une catastrophe ce joueur, mais il serait titulaire, ça je l'ai appris, par Scami avec le sélectionneur. Kawashima sera peut-être le remplaçant, mais bon, il a 38 ans, c'est une doublure à Strasbourg. Vraiment, c'est un poste gardien au Japon qui manque clairement de renouvellement et d'un gardien de classe internationale. Derrière les latéraux, Nagatomo, 36 ans à gauche, ça commence vraiment à être limite. Sakai à droite, pareil. Et puis devant, le poste d'avant-centre reste une énigme avec énormément de joueurs. J'ai vu passer plusieurs compos du Japon et à chaque fois, il y a des attaquants différents, que ce soit Daizen Maeda, Ayase Ueda et j'en passe et des meilleurs. J'ai une petite préférence personnellement pour Kyogo Furuhashi du Celtic qui a marqué 7 buts en 9 matchs cette saison, qui est appelé un petit peu plus depuis plus d'1 an, mais très peu titulaire. Il n'a pas été assez convaincant avec les Samurai Blue quand il a été sélectionné. Voilà, j'espère qu'il arrivera à faire son trou, il a pas mal de qualité. Donc pour résumer sur le Japon,
Pas mal de jeunes, beaucoup de bons joueurs. Vous avez aussi une très grosse colonie allemande, on l'a vu avec tous ces joueurs qui évoluent en Allemagne. Mais pas mal de faiblesses, des lacunes, un sélectionneur, Moriyasu, très critiqué pour une tactique vraiment pas emballante, des choix de joueurs parfois incompréhensibles. Disons que c'est un peu mitigé, la confiance est pas au beau fixe. Kylian me parlait justement de phases de qualification qui seraient un peu difficiles et en même temps certains amicaux contre des équipes Coupe du Monde comme le Ghana ou les États-Unis qui ont été assez réussis. Il y a du potentiel dans ce groupe japonais, ce sera vraiment, quoi qu'il arrive, une sélection très intéressante à suivre et sur laquelle j'ai beaucoup d'interrogations. On termine enfin avec la Rora, l'Espagne qui va disputer sa 12e Coupe du Monde de suite, la 16e de son histoire. C'est le champion du monde 2010, c'est une équipe qui est devenue une des meilleures équipes du monde et qui arrive au Qatar avec l'idée de renouer avec une belle histoire, puisque l'Espagne, sur les dernières compétitions, hors Euro 2020, c'est plus délicat, avec un Euro 2016 raté en France, mais surtout 2 dernières Coupes du Monde qui ont viré au fiasco, avec 2014 une élimination dès les poules, certes c'était un groupe assez corsé, et 2018 avec une parodie en début de compétition, puisque Lopetegui avait quitté la Rora quelques jours avant le début de la Coupe du Monde, quelques jours avant le premier match espagnol, et puis une élimination dès les 8e contre la Russie au tir au but. Là, Luis Enrique a vraiment rebâti un sacré groupe, une cohésion et la confiance est de retour après avoir atteint le dernier carré à l'Euro et après avoir récemment décroché un nouveau Final Four en Ligue des Nations s'imposant au Portugal. Le Qatar doit permettre à cette Rora de continuer à grandir parce que l'Euro 2024, et je partage l'avis de l'équipe de Ligue Actu, c'est vraiment l'objectif annoncé, le moment où le groupe espagnol arrivera bien à maturité. Mais en 2022, n'y aurait-il pas quelque chose à jouer ? Eh oui, parce que quand on regarde les forces espagnoles, tu te dis qu'il y a des choses à faire. Pedri, Gavi, c'est l'explosion de la jeunesse espagnole, le meilleur joueur de l'Euro 2020, le meilleur jeune joueur de l'Euro 2020, et le récent vainqueur du Trophée Copa. Dites-vous qu'en 2024, ces deux joueurs n'auront que 21 ans et 19 ans, c'est hallucinant. Vous avez de la jeunesse, encore avec Nico Williams, le frère d'Iñaki, qui a fait une entrée remarquée contre le Portugal en Ligue des Nations et qui vraiment fait très très mal avec Bilbao depuis le début du championnat. De la jeunesse aussi avec Ferran Torres, Eric Garcia, Dani Olmo, Yeremy Pino, de plus en plus appelé en sélection. Donc il y a un renouveau. Si Ansu Fati retrouve son état grâce, ça en fait partie aussi. L'Espagne a du talent et elle le combine avec des joueurs expérimentés ou qui arrivent dans la force de l'âge. Unai Simon en belle progression, qui plaît beaucoup à Luis Enrique. Le milieu Koke, Fabian Ruiz, Thiago Alcantara, Carlos Soler, Marcos Llorente, Sergio Busquets, ça transpire le jeu et le ballon. Voilà, j'ai peut-être plus d'interrogations devant. Morata sera titulaire, c'est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique depuis le début de son mandat. Il est critiqué et critiquable, il aura beaucoup de pression, on le sait, mais à mes yeux, ça reste la meilleure alternative. C'est peut-être le point faible de la Rora, cette absence de gros numéro 9, surtout quand on se souvient de l'importance qu'avaient Torres ou Villa lors des grandes épopées espagnoles. Et puis en défense, peut-être aussi des interrogations avec des latéraux qui commencent à vieillir, Azpilicueta, Carvajal, Alba qui joue en plus très peu avec Barcelone, et une défense centrale qui n'est pas impériale malgré des bons éléments comme Laporte et Pau Torres, voilà, mais qui n'a plus les mêmes défenseurs de la période 2008-2014 qui avaient cette aura et cette rage. Elle peut battre n'importe quelle équipe, n'importe quel favori de cette Coupe du Monde. Je pense d'ailleurs qu'on peut facilement la mettre dans le top 5, top 6 des équipes favorites. Voilà, c'est vraiment une équipe qui est sur le bon chemin, celui de l'ascension, le climat est plutôt bon, mais en revanche, il y a pas mal de divisions internes, c'est-à-dire des divisions au sein de la population. En même temps, c'était sûr avec Luis Enrique sur le banc et un clivage Barça-Madrid très fort, surtout que le Real a perdu beaucoup d'éléments dans le 11 de la Rora. Et ça ne plaît pas à tout le monde forcément. Donc il y a certains qui ne souhaitent pas forcément la réussite de la sélection. Ça, c'est d'un point de vue de certains socios. Maintenant, dans le groupe de joueurs, il y a une vraie unité du vestiaire, une volonté d'aller loin. Et je pense vraiment que l'Espagne ira loin. Voilà pour les 4 équipes de ce groupe E. Et avant de vous livrer mon petit pronostic, comme vous le savez, voici le calendrier. Et la première journée le 23 novembre avec Allemagne-Japon, Espagne-Costa Rica. Alors pour moi, ça ne fait que renforcer le poids des deux gros. Parce que si l'Espagne et l'Allemagne s'affrontaient dès le début et s'il y avait un vainqueur, je pense que ça aurait pu créer une autre tendance dans le groupe. Mais là, si les deux s'imposent tout de suite, c'est déjà une voie royale vers les 8e. Ils s'affronteront lors de la deuxième journée, par contre, le 27 novembre à 20h, ça c'est un match à suivre, tandis que le Japon défiera le Costa Rica. Et dernière journée, Japon, Espagne et Costa Rica, Allemagne. Alors quel serait mon classement à l'heure actuelle? Je tourne le 20 octobre, on est à pile un mois du début de la Coupe du Monde, donc il y aura peut-être des choses qui évolueront d'ici là, mais voici ce que je vois actuellement. Alors d'abord, j'ai du mal à voir le Japon et le Costa Rica sortir du groupe avec les deux nations européennes qu'on a là. Ça me semble trop délicat. Je pense que ce seront deux équipes qui embêteront l'Allemagne et l'Espagne. Ça, c'est sûr. Ça ne va pas être des équipes. Ça va être des matchs poussifs, difficiles. Je ne vois pas ces deux équipes perdre 3-4-0. Mais en revanche, je ne les vois pas gagner non plus.
Le Costa Rica, je l'ai mis au 4e rang et le Japon, qui est au-dessus du Costa Rica, je le mets 3e. Ça me semble être le classement le plus cohérent. Le Japon aura peut-être un petit coup à jouer, mais quand devant tu as des Allemands animés par un esprit de revanche, avec de la salive qui coule le long de la bouche, et des Espagnols super bien armés et en confiance, impossible de ne pas mettre ces deux équipes aux 2 premières places. Donc voilà, l'Allemagne me semble un petit peu en dessous, donc je les vois 2e. Et la Roja est pour moi la meilleure des deux actuellement, la plus complète. Je ne les vois pas gagner le mondial, mais en revanche, je les vois remporter ce groupe. Ils ont des armes, ils sont bien encadrés, il y a beaucoup de positivité, c'est vraiment bien. L'Allemagne, c'est peut-être plus en nuancé, mais c'est l'Allemagne. Ils ont une anomalie à réparer, un statut à affirmer ou à réaffirmer. Il ne faut jamais prendre à la légère la Mannschaft et je suis persuadé qu'ils feront une grosse compétition. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo DCDM vous a plu. Dites-moi vos avis en commentaire sur ce groupe E. Quel est votre classement? Quelle sera votre équipe à suivre? Peut-être l'équipe qui vous décevra un petit peu. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai avec plaisir. Je remercie chaleureusement comme toujours les experts qui m'ont gentiment épaulé dans la création de cette vidéo. Kylian, grand expert du foot japonais et asiatique plus largement. Stan, spécialiste aguerri du foot allemand qui m'a bien parlé de la Mannschaft. Et la super équipe de Ligue Actu, la référence du foot espagnol et de la Roja sur Twitter en France. Vous aurez leur lien en description de cette vidéo. Merci à vous les gars pour votre aide. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable week-end les amis. Merci encore et toujours pour votre fidélité. Notre tour continue samedi prochain avec le groupe F, avec la Belgique, le Maroc, le Canada et la Croatie. D'ici là, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao.